êtes sur NCI et vous avez raison. Bienvenue dans ce plateau spécial consacré à la rencontre Ouattara-Gbagbo. Une rencontre historique selon plusieurs observateurs, une rencontre qui aura des répercussions sur le processus national en Côte d'Ivoire, une rencontre que vous pourrez suivre en direct sur NCI. Pour en parler, j'ai plusieurs invités ce soir et j'ai le privilège de recevoir Élisée Bolugo, journaliste, éditorialiste. Juste à côté de vous, nous avons Vincent Toby-Irié, président d'Aube Nouvelle. À ma gauche, nous avons Guillaume Bateau, journaliste, secrétaire général du SYNAPSI. Et juste à côté de vous, Guillaume Bateau, nous avons Arthur Bonga, qui est historien. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Evelyne. Et bienvenue donc sur ce plateau spécial de NCI 360, pas NCI 360, sur ce plateau spécial consacré donc à la rencontre Ouattara-Laurent Gbagbo, une rencontre historique de la vie de plusieurs observateurs. Est-ce un avis que vous partagez? Oui. Déjà, quand on regarde la mobilisation de la presse nationale et internationale depuis ce matin, depuis hier, tous les commentaires qui sont faits, il suffit que vous jetez un coup d'œil sur la une de nos journaux. Mais aussi au regard des deux personnalités du temps. Tout le monde rappelle que les deux personnes ne sont pas parlées depuis mars-avril 2011. Et vu le contexte en Côte d'Ivoire, c'est une rencontre historique dont tout le monde espère qu'elle va déboucher sur la vraie pacification pour permettre à la Côte d'Ivoire de passer à une autre étape de son développement dans un contexte démocratique plus serein, où on va mettre en avant justement les programmes, les idées, les nouveaux profils, et non remettre en avant les vieux clichés, les vieux démons. On espère qu'ils vont rester aujourd'hui dans la rue de briller. Arthur Bonga? Oui, c'est clair que c'est une rencontre historique. Historique déjà par le fait que ça fait près d'une décennie que ces deux ne s'étaient pas parlé déjà. Et souvenez-vous, la dernière fois qu'on les avait vus publiquement, je pense que c'était lors du débat de Tours, qui était déjà quelque chose d'historique. Et c'était un débat qui avait permis à la Côte d'Ivoire de donner une leçon de démocratie au monde entier. C'était un débat qui avait permis de faire rêver les Ivoiriens. Malheureusement, notre rêve n'a pas pu être une réalité, en ce sens qu'il s'est plutôt transformé en cauchemar. Et en ce sens, déjà, c'est historique. Deuxième chose pour laquelle c'est historique, c'est ces deux personnalités, si on rajoute Henri Konan Bédié, c'est trois personnalités du système Oufouette qui restent, qui tiennent la vie politique de notre pays, qui représentent, je veux dire, 95% de l'électorat de la Côte d'Ivoire, si on s'en tient aux dernières élections, même si on s'en tient aujourd'hui à des intentions de vote. Historique aussi parce qu'on attend beaucoup de cette rencontre. On attend déjà de ce symbole. Dans la vie, tout est symbole. Et revoir Ouattara et Laurent Gbagbo aujourd'hui, c'est un symbole qui est encourageant. On espère que le rêve qui va déboucher de la rencontre d'aujourd'hui lui soit une réalité. Élisée Bolugo, est-ce que c'est une rencontre qui nous permet de rêver à nouveau? Je dirais oui. Mais je voudrais aller un peu plus loin pour dire qu'au-delà du fait qu'elle soit historique, pour moi, c'est une rencontre éminemment importante. Quand on voit en fait le contexte dans lequel la Côte d'Ivoire se trouve actuellement, c'est vraiment une rencontre assez importante. Parce que, comme aurait pu le rappeler peut-être mes prédécesseurs, nous savons que c'est de 2010 à aujourd'hui, on peut dire que c'est de la belligérance, voilà, à la décrispation. C'est comme ça qu'on pourrait intituler, parce que la dernière fois que les deux, ou du moins, ont pu se parler, soit par personne interposée, c'était vraiment dans le but... ou du moins c'était dans des circonstances vraiment un peu gravissimes pour la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, voici qu'on pourrait déjà, on ne va pas s'aventurer assez vite, mais on pourrait déjà dire que c'est plus ou moins le début ou bien la fermeture d'une parenthèse qui, pour les Ivoiriens, n'est forcément pas celle qu'ils ont souhaitée pendant ces 10 dernières années. Vincent Toby-Irié? Je ne parlerai pas de rencontres historiques, parce qu'il y en a tellement de rencontres historiques. Et on souhaite que les présidents, tous les anciens présidents de la République de Côte d'Ivoire et le président en exercice puissent se rencontrer. Je parlerai plutôt de rencontres symboliques. Et tout est symbolique. Symbolique d'abord du lieu où ils vont se rencontrer, parce que ce lieu a été le siège, la raison des déchirements que nous avons connus par le passé jusqu'à aujourd'hui. La symbolique d'abord des personnes qui sont en présence et des délégations qui les accompagnent. La symbolique dans le contexte général politique et la symbolique de la portée. Donc moi, je parlerai de rencontres symboliques, parce que ce type de rencontre, on voudrait que ce soit des rencontres routinières entre ceux qui ont géré, ceux qui gèrent, qui puissent se parler fréquemment. Aucune rencontre pareille ne soit pas une date à ne pas oublier dans l'histoire, mais plutôt
des dates, beaucoup de dates qui ce montrent la genre. concertation dans la construction d'une nation. D'accord. Avant donc de continuer dans les échanges, nous allons regarder cet élément. Nous avons tendu notre micro aux Ivoiriens pour savoir justement ce qu'ils attendent de cette rencontre. Se rencontrer déjà, ça veut dire qu'il y a une ouverture de part et d'autre. Donc cela présage quand même quelque chose d'intéressant. Voilà. Donc pour moi, je me dis que c'est une bonne chose pour la cohésion sociale. Je crois que ces leaders doivent comprendre, chacun pour sa part, le rôle qu'ils doivent jouer dans la réconciliation et donner des messages intéressants d'apaisement, de paix, de savoir vivre ensemble pour que la population puisse vraiment revivre cette paix tant recherchée depuis des années. Je suis pressé de les voir faire la tour, en tant qu'Africain, de faire la tour. J'ai les larmes aux yeux quand je parle de ça, de cela. Je veux même les voir. J'aurais voulu être à côté d'eux pour, si je pouvais m'agenouiller pour que ça se passe vraiment, je suis prêt à le faire. Avec la situation du pays, si ça peut décrisper la situation, c'est ce que nous cherchons. Hein. Et donc moi je suis pour cette rencontre. Voilà, je la souhaite vivement et que l'issue même de cette rencontre soit bénéfique pour toute la population ivoirienne, pour le pays. Tout le monde regarde la Côte d'Ivoire aujourd'hui avec les difficultés. Le plan social c'est difficile et si c'est des situations qui peuvent aider le pays à avancer, la population à mieux se sentir, je pense que c'est louable, c'est souhaitable. La Côte d'Ivoire a plus que jamais besoin de paix. Nous avons besoin de paix, de cohésion. Lorsque le président Ouattara bâtit, ce n'est pas pour voir tout ce qu'il a bâti là tomber en ruine, être détruit. Vous voyez comment la Côte d'Ivoire a été détruite pendant la crise de 2010-2011. Nous ne voulons plus vivre ça. Nous voulons voir nos enfants grandir dans la paix. Cela peut être le début d'une vraie réconciliation entre les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire sortira victorieuse de tout cela. Donc vraiment, que Dieu inspire ces deux personnalités pour que nous ayons vraiment à la véritable paix. Il faut que tout soit sincère, parce que là, on peut parler du bout des lèvres, mais au fond, on ne sait pas ce qu'on pense. Donc si chacun est franc, je pense que les choses doivent aller. Il faudrait que les deux personnes soient inspirées par Dieu pour ne pas qu'il y ait du grabuge. Voilà, on le voit, on le constate, c'est une rencontre qui est attendue par les Ivoiriens, qui est beaucoup attendue par les Ivoiriens. Est-ce qu'à travers cette rencontre, M. Laurent Gbagbo est en train de reconnaître le pouvoir d'Alassane Ouattara, de reconnaître, de légitimer finalement ce pouvoir, Élisée Goualoubé? Mais je pense que la question ne se pose même pas. Que Laurent Gbagbo veuille pas, Alassane Ouattara est le président de la République de Côte d'Ivoire. C'est un fait. Et le fait, on ne peut pas le changer. Donc je suis entièrement et foncièrement convaincu que Laurent Gbagbo a déjà accepté la légitimité d'Alassane Ouattara depuis longtemps, depuis belle lurette. Comment? Il suffit juste de voir tout ce qui a prévalu au retour de Laurent Gbagbo, parce qu'il a fallu bien discuter avec des autorités. Ces autorités sont incarnées par qui? Il a fallu bien qu'il y ait une autorisation d'octroi du passeport et autres, tout ça. Tu ne peux pas demander des passeports à quelqu'un que tu ne reconnais pas. Donc je pense que déjà dans les faits, cette reconnaissance, elle existe depuis belle lurette. Donc ça, pour moi, c'est vraiment pas le problème. Aujourd'hui, je pense plutôt que ce qu'il convient, ou du moins, c'est ce à quoi, et le ministre Touton nous a permis de le percevoir, ce à quoi doivent travailler les leaders aujourd'hui, c'est de comprendre que les Ivoiriens, quels que soient les différents bords politiques des uns et des autres, semblent, ou du moins, sont définitivement fatigués de ces 3 décennies de crise à répétition. Ils veulent tourner la page, ils veulent passer à autre chose. Et ça, j'espère que nos leaders l'ont intégré et que leurs faucons également l'ont intégré. Parce que parfois, ils peuvent être animés de bonne foi, mais très souvent autour, on a des va-t-en-guerre, on a des faucons qui, eux, sont là toujours pour attiser la flamme. Et je crois qu'eux aussi doivent l'intégrer. Et ce micro-trottoir est bienvenu. C'est vrai que ce n'est pas l'opinion de tous les 23 millions d'Ivoiriens, mais je crois que dans la tendance majoritaire, pour avoir quand même... Voilà, c'est représentatif pour avoir au moins écouté les populations dans les quartiers et autres, tout ça. Vraiment, tout le monde veut passer à autre chose. Vincent Toby, c'est un avis que vous partagez? Oui, bien sûr. Et c'est pourquoi je parlais de symbolique. On sait que de part et d'autre, il y a eu des réclamations, il y a eu, je dirais, des prétentions. Et on écarte les prétentions, les réclamations, les prééminences, les affirmations d'antériorité ou de supériorité pour dire on se rencontre. On va voir ce qui va en découler, mais c'est déjà faire preuve de hauteur que le président précédent et que le président en cours se rencontrent et parlent. On attend la suite maintenant, le contenu de ce débat. Mais c'est déjà un très grand acte posé.
Voilà. D'accord, merci. Oui, reconnaissance, oui, tout le monde l'a dit. Je pense que Élysée l'a dit. Quand vous ne reconnaissez pas quelqu'un, vous ne vous déplacez pas au palais présidentiel. Ça, je crois qu'il n'y a pas de débat. Et je suis tout à fait d'accord aussi que la reconnaissance ne date pas d'aujourd'hui. Quand vous avez suivi le débat un peu avant l'élection présidentielle d'octobre 2020, quand vous avez suivi les interviews du président Alassane Ouattara, mais quand on a suivi aussi l'interview du président Gbagbo sur TV5, hein, pour ne pas citer notre confrère, on a bien vu qu'il y avait déjà un processus de discussion qui était en cours. Et ce processus de discussion étant en cours, il ne pouvait que déboucher sur la reconnaissance. Maintenant, quand on reconnaît et qu'on a des... Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de préoccupations. Et justement, le président Gbagbo, aujourd'hui, en acceptant de parler avec le président Ouattara au palais présidentiel, donne aussi un message à tous ceux qui étaient un peu dans le déni de la réalité, à tous ceux qui rêvaient d'un match retour. Ceux-là, c'est un message de désaveu. Il leur fait comprendre clairement que si nous voulons être utiles, parce qu'on oublie souvent, mais il y a encore des dizaines d'officiers généraux, d'officiers supérieurs, d'officiers subalternes, de soldats du rang, mais des civils qui sont en prison. Ceux-là, leur sort doit être discuté. Il faut aussi que ceux-là puissent regagner leur famille. Il y a beaucoup de cadres ivoiriens qui ont perdu leur emploi, qui ont perdu leur famille. Tous ces gens attendent aujourd'hui aussi que leur cas soit plaidé auprès du président. Donc, je dis reconnaissance, mais comme les uns nous ont dit, il faut aller au-delà. Il faut faire comprendre aux uns et aux autres qu'on n'a pas vocation à se détester éternellement. Et qu'un jour, il faudra bien qu'on s'asseye, qu'on passe à autre chose, qu'on passe à une société démocratique où la dévolution du pouvoir se fait de façon pacifique sur la base des compétences des uns et des autres. D'accord. Avant donc de passer la parole à M. Arthur Banga, je voudrais juste signaler que nous avons déjà les premières images du palais présidentiel, donc les premières images de la rencontre de ce soir, la rencontre symbolique ou historique, et vous avez certainement pu le voir. Voilà, comme vous le voyez à l'image, nous sommes au palais présidentiel et nous vous l'avons promis, vous verrez en direct cette rencontre entre le président Alassane Ouattara et le président Laurent Gbagbo. Arthur Banga, est-ce que c'est un avis que vous partagez? On se souvient que dans une interview, lorsque Laurent Gbagbo était de retour en Côte d'Ivoire, il parlait justement de qui a gagné les élections. Il continuait de revendiquer sa victoire aux élections de 2010. Aujourd'hui, il se rend au palais présidentiel. Est-ce qu'il reconnaît le pouvoir d'Alassane Ouattara, finalement? De fait, comme on l'a dit, de fait, Alassane Ouattara est le président de la République de Côte d'Ivoire. Et le fait de se déplacer au palais présidentiel, c'est reconnaître ou tout au moins l'accepter. Voilà. Après, je l'ai déjà dit une fois sur ce plateau, la guerre donne des mémoires. D'ailleurs, pour revenir à l'histoire, c'est pas parce que c'est rare que c'est historique. Quelque chose d'historique peut se remettre tous les jours. Voilà. Donc le symbole fait partie de l'histoire, c'est pas la rareté qui fait l'histoire. Mais pour revenir au débat, oui, il y a les mémoires qui se construisent. La guerre, une mémoire, c'est ce que un groupe retient. Voilà. Elle est différente. Élysée, vous et moi, on ne vit pas la même guerre. Donc, le groupe Laurent Gbagbo et ses partisans auront leur mémoire de guerre qui ne changera pas. Voilà. Pour eux, 2011, avril 2011, ça sera toujours ce que Laurent Gbagbo a dit. Peut-être dans 5, 10, 20, 30 ans, on aura d'autres choses qui vont permettre. Mais aujourd'hui, c'est leur mémoire de guerre. Voilà. Cette mémoire de guerre, ils ne sont pas fous, ils ne sont pas dans un monde bipolaire. Après cette mémoire, il y a la réalité. Et la réalité, elle est claire. C'est Alassane Ouattara qui est le président de la République de Côte d'Ivoire. Je ne suis pas d'accord, on l'a installé, pour ça, on aura toujours ces interprétations, mais au final, ils acceptent. Et ça, je pense qu'ils ne l'ont... Aujourd'hui, Laurent Gbagbo n'est pas dans la posture de contester ça. Du moins, il vient au palais de la présidence. La symbolique claire, c'est le président de la République de Côte d'Ivoire. Après, est-ce qu'il devait être là? Ça a été normal qu'il ait été là? Ça, c'est des questions qui vont exister tous les jours. Tous les jours dans la mémoire. Parlons justement de cette mémoire. Donc chacun a sa mémoire. Le FPI a sa mémoire, le PDCI a sa mémoire, le RHDP a sa mémoire. Comment on fait donc pour aller à la réconciliation? Quels sont les actes qu'on pose pour aller à la réconciliation quand on tient compte de toutes ces mémoires-là? Effectivement, c'est assez intéressant parce que ça met ce processus mémoire-histoire. Il y aura deux choses. Il y aura le temps qui va permettre justement aux historiens de pouvoir travailler sur les mémoires et essayer de définir une mémoire. Ça sera quelque chose de colossal. Pour revenir à la France,
pour le massacre de Veldiv, il y a 50 ans après que Jacques Chirac est venu reconnaître la participation de la France. Aujourd'hui, Macron est plus à l'aise de parler de colonisation comme crime contre l'humanité. Il y aura ça qui va se faire. Donc, ça sera le travail des historiens, des sociologues, etc. dans le temps. Deuxième chose qu'il faut faire, la réconciliation, c'est du pardon. Or, le pardon, ce n'est pas forcément de l'oubli. Voilà, donc on peut surfer sur le pardon, sur la nécessité de se réconcilier et la nécessité de reconstruire. Et justement, le symbole fort de la réconciliation aujourd'hui, je pense, c'est cette nécessité de comprendre qu'on doit tourner la page. Chacun peut avoir sa vision de ce qui s'est passé, mais une nation, elle se construit par, un, la volonté de vivre ensemble, et deux, construire quelque chose. Et se construire quelque chose qui a été défini par tous les spécialistes de la nation, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Dernière chose sur se construire quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on construit de la même façon. Ça ne veut pas dire qu'à partir d'aujourd'hui, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara vont dire la même chose. Non. Ils vont sortir sur la, on espère, sur la nécessité d'avoir une Côte d'Ivoire forte. Maintenant, chacun aura sa manière de développer cette Côte d'Ivoire forte. Et ce processus, il existe dans tous les pays. Aujourd'hui, regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Une vieille démocratie, depuis de 4 siècles, à aujourd'hui parle de réconciliation. Regardez au Canada, on a trouvé il n'y a même pas longtemps 1000 autochtones qui ont été décédés. Ça, c'est-à-dire la construction d'une nation, c'est un travail continu. La réconciliation d'une nation, la cohésion sociale, c'est un travail continu qui se fait en dépit des différences de mémoire qu'on peut avoir. Voilà, selon donc, merci M. Banga, selon les informations que nous avons, Laurent Gbagbo n'est pas encore arrivé au palais présidentiel. Cependant, les membres de sa délégation arrivent. On a déjà plusieurs membres de sa délégation qui sont déjà au palais présidentiel. Et dans quelques instants, on pourra vous donner quelques noms. Parlons toujours donc de la mémoire, donc de la nécessité d'aller à la réconciliation et de fermer la page de ces décennies de crise. Est-ce qu'on peut dire que cette rencontre, et disait, et certainement Vincent Aubirier, que cette rencontre est suffisante justement pour tourner définitivement la page des différentes crises en Côte d'Ivoire? Non, ce serait prétentieux, je pense, de dire que juste cette rencontre-là suffit pour qu'on dise qu'on est réconcilié. Mais déjà, c'est un pas important. C'est vraiment un pas important parce que ça, comme je le disais à quelqu'un il n'y a pas très longtemps, je disais, vous voyez, en fait, on a essayé toutes les combinaisons possibles en Côte d'Ivoire. Je crois qu'on est en train de fermer un cycle. Pour moi, je pense qu'on est en train de fermer un cycle, mais fermer le cycle à un commencement. Et pour moi, ces éléments, cette rencontre qu'on a, ce dialogue qui se passe, parce que ne perdons pas de vue que déjà le 11 novembre, le président Ouattara et le président Bédié se sont rencontrés au Golf Hotel. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo, dès son arrivée en Côte d'Ivoire, a rencontré le président Bédié. Aujourd'hui, il rencontre le président Ouattara. Donc, on comprend qu'il y a cette volonté de dialogue qui est là. Pour moi, c'est en train de fermer un cycle pour comprendre que définitivement, la belligérance, ou du moins les conflits, ne sont pas forcément la panacée qui peut emmener les uns et les autres à atteindre leur objectif. Et je pense que chacun, plus ou moins, est en train de l'intégrer. Maintenant, dit que cette rencontre fait de tous les Ivoiriens des réconciliés, ce n'est pas forcément vrai. Mais déjà, il faut bien qu'on commence quelque part. Et je crois que cette rencontre-là contribue vraiment de manière importante à apaiser déjà les cœurs, à amener les uns et les autres à avoir un autre regard, plutôt que le regard de la belligérance, mais notamment le regard de la cohésion, de la possibilité de se parler, de la nécessité de dialoguer. Parce que comme souvent j'aime à le répéter, hein, c'est le président Félix Houphouët qui le disait, quel que soit le conflit, la durée du conflit, on n'en sortira pas un dialogue. Donc mieux vaut faire l'économie des morts en commençant déjà par le dialogue. Et aujourd'hui, on est en train je dirais, ressusciter la volonté du premier président de la République de Côte d'Ivoire de ce que le dialogue doit être l'âme des forts ou doit être la voie par laquelle on doit pouvoir résoudre nos différents conflits, nos différentes oppositions. D'accord, on vous a bien compris. On reviendra certainement sur cette notion de dialogue quand on sait qu'il y a le dialogue qui a été proposé par Henri Konan Bédié, la réaction du RHDP. Je veux juste signaler que nous avons les premières images du président Alassane Ouattara au palais présidentiel. Le président Alassane Ouattara donc, qui attend de recevoir l'ancien président de la République, Laurent Gbagbo, qui sera certainement au palais présidentiel d'un moment à l'autre. Et toujours signaler que les membres de la délégation de Laurent Gbagbo sont déjà sur place. On poursuit donc nos échanges et c'est le moment peut-être de donner la parole à Vincent Aubirier sur justement la suffisance de cette rencontre de ce soir pour tourner la page
des différentes crises qu'on a connues en Côte d'Ivoire? Non, bien sûr, ce n'est pas une rencontre, une seule, comme je le disais tantôt, qui va sceller la réconciliation. D'ailleurs, ces photos que vous avez avec le président Ouattara et Gbagbo souriant, ce sont des photos qui ont été prises un peu avant que le chaos n'arrive. Tout à fait. Donc, ce n'est pas une seule rencontre. Mais comme je le disais, c'est la symbolique de la rencontre. La symbolique du Dieu, des individus, de la circonstance, du moment historique, du moment de l'histoire auquel ça arrive. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Le mot réconciliation est arrivé en Côte d'Ivoire à quel moment? Avant 2002, on ne parlait pas de réconciliation en Côte d'Ivoire. Le mot n'est apparu que chaque fois qu'on a une crise grave, c'est-à-dire en 2002, ensuite en 2010 et maintenant en 2020, à chaque fois qu'il y a eu un choc dans notre histoire. Donc, avant, on parlait de réconciliation entre amis, entre tribus, entre groupes sociaux. Je vais juste vous couper la parole juste pour commenter les images que nous avons maintenant. Je rappelle, nous sommes en direct du palais présidentiel et nous pouvons le voir à l'image, Laurent Gbagbo qui descend de son véhicule et qui s'apprête donc à saluer le président Alassane Ouattara. Une belle image, comme on peut le dire, une image symbolique, une image historique dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Quand on se souvient que ces deux hommes ne s'étaient pas vus depuis le face-à-face lors de la présidentielle de 2010. Voilà donc Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, les mains dans les mains, en direct du palais présidentiel de Côte d'Ivoire. Et certainement qu'ils sont en train de poser des images historiques, des images pour la postérité, des images de notre histoire commune, l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ils se dirigent certainement. Voilà, merci. Donc, en attendant d'avoir les noms, les différentes délégations de M. Laurent Gbagbo au palais présidentiel, nous poursuivons donc nos échanges sur ce plateau. On a tous applaudi parce que c'est une vraie symbolique et on parlait justement de cette réconciliation. Sous quelle forme voyons-nous la réconciliation? Henri Konan Bédié propose le dialogue national inclusif. Le RHDP dit non. Pas besoin de dialogue national en Côte d'Ivoire parce que tout va bien. Quel est votre avis, messieurs? Je crois que le directeur exécutif du RHDP s'est mélangé un peu les pédales. Il était un peu hors réseau, comme on dit. Parce que quand on regarde la suite des événements, bien entendu, ce dialogue national inclusif va finir par s'imposer. Quand on voit le président, vous avez vu le président Ouattara sortir lui-même, accueillir le président Gbagbo, c'est un geste fort. Il est le plus âgé, il aurait pu l'attendre dans le bureau ou la salle où la réunion va avoir lieu et après venir avec lui. Mais il allait l'accueillir. Et ça ne peut pas passer inaperçu. Ensuite, quand on sait que le président Ouattara lui-même, il n'y a pas trop longtemps, a souhaité que le président Bédié revienne au RHDP et pour pouvoir reconstruire cette famille politique qu'il tient à cœur, et que le président Bédié propose un dialogue national, bon, M. Bitogo peut ne pas vite comprendre, mais on voit que le président Bédié, et je l'ai dit ici, que ce discours est un discours fondateur. Le président Bédié, en filigrane, dit au président Ouattara que je suis peut-être preneur, mais il va falloir qu'on fasse en sorte que la paix revienne. Et vous voyez que juste après son retour de Daoukro, le président Gbagbo se rend au palais présidentiel. Donc on voit bien qu'il y a un mécanisme qui se met en place, qui va forcément déboucher, parce que nos trois elders, nos trois anciens, n'ont pas la science infuse. C'est vrai, ils ont eu le bonheur de diriger notre pays, chacun à une période, mais on voit bien qu'ils n'ont pas tout bien fait. Donc, il va falloir associer d'autres acteurs, au-delà des trois, le président Bédié, le président Gbagbo, le président Ouattara. Il va falloir associer d'autres acteurs, la société civile. Il va falloir ajouter nos parents paysans. Il va falloir ajouter tous ceux qui travaillent dans la Côte d'Ivoire profonde, parce que ce changement de paradigme ne peut pas être la seule affaire des trois leaders politiques. Est-ce que vous êtes en train de dire, M. Guillaume Bato, donc en acceptant de recevoir et en recevant Laurent Gbagbo, comme on vient de le voir sur ces images, M. Alassane Ouattara est en train de se désolidariser de la position du RHDP? Mais le président Lavrov n'est pas le président, c'est vrai le président du RHDP, mais on voit qu'il agit en chef d'État. D'accord. Et on voit qu'il agit mieux que M. Bitogo. Il faut s'en féliciter. Mieux que le RHDP ou M. Bitogo? Ah oui, c'est M. Bitogo qui a parlé. D'accord. Donc c'est lui. Au nom du RHDP? Oui, mais c'est lui qui était au micro. D'accord. Donc c'est lui dont on retient les propos. Donc je me félicite que le président Ouattara se démarque. Et c'est bien parce que c'est lui qui est l'élu et non M. Bitogo. Et c'est lui qui rendra compte demain aux Ivoiriens. Donc je dis que de mon point de vue, même si on salue déjà ses premiers gestes,
il va y avoir une suite. Il doit avoir une suite. Une suite qui va quitter la sphère réduite des 3 personnalités pour associer d'autres forces qui ont aussi beaucoup de choses à dire dans ce processus-là. Parce que si nous voulons que ce processus soit inclusif, si nous voulons qu'il soit, je ne vais pas dire écrit dans du marbre, mais décisif pour l'avenir de notre pays, il va falloir que d'autres forces soient associées, notamment la société civile, notamment les femmes, notamment les jeunes, notamment les différents grands corps de l'État, pour qu'on arrive finalement à ce dialogue national qui va permettre d'écrire de nouvelles pages de notre pays. Merci Guillaume Gato. Arthur Bonga. J'aimerais quand même temporiser un peu par rapport à l'euphorie de Guillaume pour dire que dans le jeu politique, chacun a son rôle. M. Adamel Bictogo est chef d'un parti politique et il est en position de parti politique. Il répond comme un patron de parti politique. C'est différent du président de la République qui sera au niveau nation. Mais tout ça se fait, je pense, en coordination. Je ne pense pas qu'en lui-même, M. Bictogo, le RHGP soit opposé au dialogue. Mais on était parti sur un temps politique depuis le retour de Laurent Gbagbo. En fait, mais quand même, le RHGP a quand même bien dit pas besoin de dialogue. Ils sont dans leur rôle, je veux dire, ils sont dans leur rôle. Ils sont dans leur rôle. C'est la réponse à quelque chose. Quand Henri Konan Bédié parle de dialogue national, etc., ce n'est pas perçu par certains comme un temps national. C'est un temps politique. Donc un temps politique va amener une réponse politique. Après, passer ce temps politique, il y a le temps national, où je pense... En fait, c'est des oufouettistes. On ne peut pas se définir oufouettiste quand on est Henri Konan Bédié, quand on est Alassane Ouattara. Quand on est oufouettiste, le truc qu'on a en commun, c'est le dialogue. C'est ce qui a surpris justement l'opinion nationale sur cette réaction. Non, j'explique. La réaction, sans la justifier, j'explique que c'est une réaction dans le temps politique. Voilà. Il était dans un rôle politique, il l'a fait, mais je pense qu'un oufouettiste se définit d'abord par le dialogue. On ne peut pas être le pays d'Houphouët-Boigny. On ne peut pas être des partis qui se réclament d'Houphouët-Boigny et ne pas être partisan du dialogue. Ça, j'ai envie de dire, Houphouët, il est né par le dialogue. C'est tout ce qu'il nous a enseigné. Si on doit retenir quelque chose de lui, ce serait le dialogue. Et donc, ce dialogue-là, il est en marche. Je pense qu'il a toujours existé en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on a tellement de canaux. Vous savez, je viens de me rendre compte que je suis chef à Danané grâce à tout le monde. C'est-à-dire qu'on a toujours ces liens au-delà, et c'est là que c'est intéressant. Deuxième chose que je voulais dire, la paix, le dialogue, la construction de la nation, elle est inclusive. Nos leaders ont un rôle de leadership à jouer, c'est clair. Et là, on est dans le bon ton. Voilà. Henri Konan Bédié a reçu Laurent Gbagbo. Je pense que même dans le débat, quand Laurent Gbagbo lui demandait la vérité, il a répondu toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. En quelque sorte, l'heure n'est pas forcément la vérité. Donc, à ce que chaque mémoire s'exprime. L'heure à ce qu'on construit une nation. Alassane Ouattara le fait. J'espère que le 7 août, pourquoi pas, le jour de l'indépendance, on est tout le monde, tous les trois, assis ou en train d'assister au défilé pour aller dans cette dynamique. Ça, c'est le haut. Et le dialogue doit être, la construction de la paix de la nation doit être inclusive. Il y a le bas. Et ce bas, il est très important. Il faut que les préfets, les sous-préfets, les maires, dans leur localité, engagent ce processus. Dans leur localité, dans les quartiers, dans les familles, les chefs religieux, les leaders communautaires, les leaders d'opinion comme Guillaume, comme Vincent Toby, comme Élysée, mobilisent pour la réconciliation, qu'on se parle et qu'on construise quelque chose autour de cette réconciliation. Et on aura après le temps de faire le match politique comme il se doit, mais aujourd'hui, c'est une urgence. Et cette urgence, elle doit concerner tous les Ivoiriens. Je vais terminer par dire, il ne faut pas sous-estimer ce que les gens font dans le quartier. La maman qui dit à son enfant, par exemple, s'il te plaît, ne casse pas un bus quand tu sors, elle contribue à la paix, elle contribue à la réconciliation. Et cette réconciliation, cette paix inclusive, on doit l'enseigner dans nos foyers, on doit l'enseigner dans nos quartiers, on doit l'enseigner dans nos villages, on doit sentir une Côte d'Ivoire mobilisée autour de la construction de la nation. Après, on aura le temps de débattre sur les formes de construction de la nation, sur les formes de justice, etc. etc. Merci beaucoup, Arthur Bonga. Je me tourne maintenant vers Vincent Toby Irié. Je n'oublie pas le Irié, je fais attention à cela. J'aimerais avoir donc votre avis sur ce processus de réconciliation, sur comment il doit se construire. Moi, je vais le dire très, très clairement. Je ne suis plus pour les grandes kermesses, les grands forats qu'on a vus en Côte d'Ivoire. La forme, le dialogue inclusif, le dialogue élargi, le dialogue restreint, ça nous a mené nulle part. Vous êtes pour quoi? Je suis pour un dialogue, pour une réconciliation qui parte de la base. Ce n'est pas parce que les trois présidents, les partis politiques se mettent d'accord qu'on n'a plus de conflit. Ce que vous devez savoir, nous, à Homme Nouvelle, comme vous savez, nous avons une association qui s'appelle Homme Nouvelle, nous avons parcouru pratiquement toute la Côte d'Ivoire.
Et ce que le peuple réclame à la base n'a souvent rien à voir avec ce que vous avez ici sur les grands plateaux à la télévision. Là-bas, on a des problèmes de foncier. Là-bas, on a des problèmes de commerce. Là-bas, on a des problèmes d'éducation, de santé. Là-bas, on a des problèmes d'accès à la terre. Là, par exemple, je viens du sud-est de la Côte d'Ivoire hier, je suis arrivé avant-hier, mais il y a des villages où il n'y a plus de poissons. Je suis allé à Noé, il n'y avait pas la tchéké partout. Vous imaginez la tchéké qui est le plus ordinaire, il n'y en avait pas. C'est ça que le peuple réclame. Et il y a des passifs entre groupes communautaires qui se sont affrontés. Et c'est là-bas qu'il faut régler. Je ne suis pas pour cette grande approche. Ça, c'est déjà beaucoup. C'est le symbole, comme je le disais tantôt. Maintenant, à la base, il faut pouvoir donner une impulsion. Les Sud-Africains ne se sont pas réconciliés après une grande période d'apartheid avec toutes ces victimes en faisant forcément ces grands forums. Ils sont allés par des processus locaux qui ont permis. Voilà pourquoi la société civile doit s'impliquer. Voilà pourquoi tous les responsables administratifs. On n'attend pas de donner un signal pour commencer à mobiliser. Nous avons tourné, nous avons parlé aux chefs de communauté. Et il y a des chefs qui ne sont pas engagés pour la paix. Il y a des chefs qui ne prennent pas de mesures pour pouvoir rapprocher des groupes. Et au-delà de ce que je suis en train de dire, pourquoi chaque fois qu'il y a querelle politique, il y a éclatement à la base? Ce n'est pas la raison politique qui fait qu'il y a éclatement. Ce qui fait qu'il y a éclatement, c'est nos problèmes socio-économiques, culturels, existentiels, de tous les jours, auxquels les arguments politiques viennent s'agripper et ça éclate. Pour vous, en réglant ces problèmes-là, pour vous, la réconciliation, donc, pour aller à la paix, on commence par régler ces problèmes-là. Mais comment on les règle? Nous avons fait un rapport en décembre pour lequel vous nous avez invités sur ce plateau. Et nous avons identifié même les problèmes politiques. Les problèmes politiques, ce n'est pas le troisième mandat. Ce n'est pas la guerre de 2010. Ce n'est pas la réunion armée de 2002. Ce n'est pas l'ouverture politique de 1990. C'est la succession d'un ensemble d'événements politiques depuis 1970 qu'aujourd'hui. Et vous allez dans les localités où les gens, ils ont la mémoire. Donc, d'abord, sur le plan politique, ce n'est pas un fait politique qui crée l'explosion. C'est l'ensemble de la combinaison de notre histoire politique. C'est la même situation au niveau de base, au niveau sociologique. C'est les problèmes comme foncier, comme je disais tantôt. Les gens ont des problèmes existentiels à la base. Et ces problèmes fissurent la rigidité, la cohésion communautaire. Et dès que l'argument politique vient, tout de suite, on se met ça éclate. Okay. Et c'est ça qu'il faut commencer à régler. Et c'est comme ça qu'on aura une société solide qui vit en dehors de la vie politique générale de notre pays. Donc, regardons aujourd'hui ce qui fait qu'on est fâché. Et puis, regardons-le en face, courageusement. Je le disais hier à Yamé, on a trop menti en Côte d'Ivoire, c'est ce qui est. On ment trop sur les réalités. On tourne autour du pot. On sait qui? Oui, c'est nous tous. C'est vous, la presse, qui prenez parti. C'est la société civile, peut-être, qui n'a pas suffisamment de courage pour indexer. C'est les partis politiques qui ferment les yeux parce qu'il y a un intérêt électoraliste. Mais aujourd'hui, on arrive à un moment où on se rend compte qu'on ne peut plus avancer. Regardez, par exemple, à Daoukro, après la crise. Il y a eu des mois pendant lesquels les paysans n'allaient pas au champ. Le maïs, la tomate, ça pourrissait au champ. Parce que les gens qui partaient au champ étaient attaqués. De part et d'autre, on est des deux camps. D'accord. Voilà. Donc, il faut regarder ce problème en face. C'est comme ça qu'on va avoir un pays solide. OK. Guillaume Gato, vous voulez réagir? Oui. Après, je vous donne la parole. Oui. Le préfet Toby dit une chose que je partage, mais je veux dire que même si on est d'accord qu'il faut faire un travail qui part à la base, compte tenu d'un certain nombre de choses qu'il a évoquées et qui sont fait justes. Je dis toujours, et souvent quand je parle avec certains amis, nous n'avons pas soldé les passifs du parti unique. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des retours du parti unique qui n'ont pas été soldés. On n'a pas eu un vrai débat. En 90, il y a eu ce débat entre est-ce qu'on fait la conférence nationale ou on ne la fait pas, on ne l'a pas fait en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu de débat comme il y a eu dans d'autres pays où on a fait le bilan du parti unique et on s'est tourné résolument vers l'avenir. Le coup de l'an 90, on n'a pas eu le temps d'en faire le bilan. Et il y a eu la rébellion, etc., etc. Donc je suis tout à fait d'accord qu'il y a eu ces faits successifs. Mais ces faits, même s'il estime que nous devons aller à la base, mais j'estime aussi qu'on ne peut pas aller à la base sans une vraie feuille de route claire, une vraie feuille de route nationale, qui implique, c'est vrai, les leaders, les chefs d'État actuels et ses prédécesseurs, mais aussi d'autres forces qui sont au niveau national et qui ont leur mot à dire. Quelle force, par exemple? Oui, je parle de la société civile, notamment, et en particulier. J'ai parlé des grands corps de l'État, qui sont aussi dans la société, qui ont des responsabilités et qui ont leur mot à dire. Parce que si on dit, OK, bon, comme on a fait beaucoup de kermesse et que ça n'a pas donné grand-chose, on s'en va à la base, moi j'ai bien peur qu'arriver là-bas, on ne sache pas, puisqu'il y a plusieurs acteurs, on ne sache pas sur quelle feuille de route à travailler. Donc, de mon point de vue, ces gestes symboliques doivent laisser place
à un vrai débat de fond qui peut... on n'est pas obligé de faire aussi une grande foire... Je vais juste vous couper la parole. Comme vous le savez, nous sommes en direct. C'est un plateau spécial pour parler de cette rencontre. Je vais vous permettre de réagir, M. Atiu Bonga. Je veux juste signaler que nous avons donc le discours à l'intérieur du palais présidentiel. Difficile en ce moment de dire qui est en train de prendre la parole. Difficile de dire si c'est le président Alassane Ouattara ou si c'est le président Laurent Gbagbo. Toujours est-il qu'à l'intérieur du palais présidentiel, en ce moment, on a les échanges et certainement avec la volonté de la régie, on pourra avoir quelques images. Donc je termine juste pour dire qu'il faut un processus, je suis peut-être d'accord avec le pays, il ne faut pas peut-être appeler tout le monde à l'hôtel d'Ivoire, mais on peut trouver notre mécanisme où on rencontre les corps sociaux les uns après les autres. Mais vraiment, moi je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'un grand débat national sur des grands sujets. Pour vous, le débat est important. Il faut également régler les problèmes. Oui, à la base, même les problèmes dont il parle à la base. On peut le faire remonter pour en discuter. Parce que si on ne le fait pas et qu'on dit, bon, chacun va chez lui, moi je vais à Dalané, bon, il y a beaucoup de choses à régler là-bas. Merci Guillaume Gato. Atiu Bonga. Moi je pense que d'abord, faut pas... J'ai dit, c'est une double approche qu'il faut faire en même temps. Je pense qu'il ne faut pas minimiser ou sous-évaluer l'impact des trois elders, comme pour répondre au nom. Vous savez, combien de gens ici qui entendent ou qui exécutent la parole d'Alassane Ouattara? Combien de gens dans ce pays qui entendent ou qui exécutent la parole d'Henri Konan Bédié? Combien de gens dans ce pays qui entendent ou qui exécutent la parole de Laurent Gbagbo? Ça ne vaut pas ce que nous tous nous allons faire. Ça, on a la grâce qu'ils sont là. L'exemple, regardez la courbe de la violence entre octobre-novembre et regardez là, après la rencontre de l'hôtel du Golfe. Il y a une chute de la violence. Parce que deux leaders de ces deux camps se sont rencontrés. Ça apaise. Après, ça donne... Faut pas déjà nier ça. Ce qu'on voit aujourd'hui, ça apaise. Spontanément, on a tous applaudi sur ce plateau. Imaginez-vous les gens dans les villages qui vont voir ça. Ils vont applaudir spontanément. Après, ça ne règle pas tout. À côté, il faut un travail. Un travail d'ailleurs qui est fait, qu'il faut sans doute amplifier, avec toutes les forces de la nation, trouver le modèle peut-être, s'il y a un modèle. Mais aujourd'hui, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, le ministère de la Réconciliation nationale doit vraiment se mettre en marche parce qu'on est dans le bon ton, trouver la façon de faire, les acteurs qu'il faut mobiliser, discuter avec l'aide de la société civile, avec l'aide de tous les acteurs, une inclusivité. Mais cette inclusivité, pour l'instant, on a la chance que les trois leaders donnent un tempo positif. S'ils donnent un tempo négatif, ce serait compliqué. Donc il ne faut pas négliger déjà cela. C'est en ce sens que la rencontre qu'on a aujourd'hui, celle qu'on a eue en novembre, et celle j'espère qu'on aura tous les trois le 7 août, pourquoi pas, sont des choses importantes sur lesquelles les acteurs de paix, les constructeurs de la paix doivent surfer pour construire cette réconciliation. Élisée Boloué. Moi, je pense que pour moi, il y a quelques éléments sur lesquels il faut travailler qui vont contribuer, pour ma part, à nous conduire vers la réconciliation. Ce qui est intéressant en Côte d'Ivoire, surtout dans le schéma, dans le contexte actuel, c'est que, pour emprunter le mot de Atiu Bonga, les elders, chacun a fait ses preuves dans ce pays. C'est moi qui ai utilisé mon nom. Ah bon, ok, d'accord, Guillaume Bateau. Grand frère, à tout seigneur, tout honneur. De Désolé, je corrige. Ok, les elders, chacun a eu le temps de gouverner. Chacun a eu le temps de faire ses preuves. Peut-être pas comme il l'aurait souhaité, mais toujours est-il que chacun a eu le temps de gouverner. Donc, si on veut aller sur la base juste d'un raisonnement, je dirais simplement, pas vraiment approfondi, on peut dire chacun plus ou moins a goûté aux délices de la gestion de la République. Ça, on peut le dire. Moi, je pense aujourd'hui que pour qu'on parvienne véritablement à la réconciliation, chacun doit prendre ses responsabilités. Quand je dis chacun doit prendre ses responsabilités, je prends par exemple le pouvoir. Le pouvoir doit veiller à créer un cadre et de sécurité et d'équité. Il faut qu'aujourd'hui, tout citoyen lambda ne se dise pas, comme c'est le cas aujourd'hui dans l'esprit de plusieurs, si je ne suis pas militant ou si je ne suis pas de ce bord politique, je n'ose pas m'aventurer ou je n'ose même pas espérer gravir les échelons, soit dans l'administration ou bien dans un autre domaine. Faut que le pouvoir arrive à corriger cet état d'esprit qui anime la plupart des citoyens. Peut-être à tort, certains diront à tort, mais certains diront à raison, parce qu'il y a des preuves aussi qui peuvent être brandies pour prouver cela. Donc il faut déjà qu'on arrive à créer une société d'équité, où l'Ivoirien
ne sera évalué que sur la base de son mérite. Ça, il faut déjà qu'on y arrive. Vous verrez que quand on arrivera à créer les images conditions... à l'intérieur du palais présidentiel. Ok, d'accord. Quand on arrivera à créer les conditions d'une société d'équité, vous allez voir qu'on va résoudre un grand pan de la question de la réconciliation. Ça, c'est pour le pouvoir, comme je le dis. Pour l'opposition, il faut aujourd'hui que l'opposition comprenne quand même qu'elle a gouverné dans ce pays. Elle connaît plus ou moins la gestion de l'État. Il faut faire profil bas. Quand je dis faire profil bas, je ne dis pas de ne pas participer au débat politique. Mais arrivé à un certain moment, il ne faut pas faire de la surenchère. Il faut rester... Qu'est-ce que vous appelez la surenchère? Non, mais il ne faut pas demander au gouvernement des choses qui, en réalité, vous savez, parce que vous avez gouverné, ce n'est pas possible de réaliser en un temps record. Un exemple. Un exemple? Bon... Je vais réfléchir, je viendrai. S'il vous plaît. Oui, mais je voudrais dire, par exemple, qu'il ne faut pas qu'on fasse de la surenchère. Arrivé à un certain moment, il faut faire... Bon, par exemple, pour revenir aux exemples, il ne faut pas être dans la radicalité. Parce qu'arrivé à un certain moment, il faut comprendre que pour obtenir quelque chose, on ne peut l'obtenir que par la négociation. Donc, il ne faut pas faire de la surenchère en restant braqué sur des positions. Non, nous, on ne bouge pas tant qu'on ne bougera pas. Non, il faut avoir le profil bas. Il faut avoir de l'humilité. Ça, c'est aussi valable pour le pouvoir. Troisièmement, c'est la société civile. Nous, les citoyens, nous devons comprendre une chose. Nous devons arriver à comprendre que autant on a de l'affection et de l'amour pour ces leaders politiques, il reste des citoyens et des humains comme nous. Ça, il faut qu'on arrive à le comprendre. Il reste des citoyens et des humains comme nous. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Voilà, je vais advenir. Ça veut dire qu'aucun leader politique, pour l'amour d'aucun leader politique, on ne doit aller au sacrifice ultime. Ce n'est pas nécessaire. On peut l'aimer. On peut aimer sa manière de faire. On peut avoir de l'affection pour lui. Mais ça ne doit pas justifier qu'on aille au sacrifice ultime. Ce n'est pas possible. On peut revendiquer un certain niveau, mais dès l'instant qu'on franchit un Rubicon qui est censé nous emmener de vie à trépas, je pense qu'il faut pouvoir faire tout de suite le stop. Parce que pour qu'on puisse obtenir ce qu'on recherche, il faut bien qu'on soit vivant. Donc, arrivé à un certain moment, il faut que la société civile comprenne qu'elle a sa responsabilité. Et qu'à un moment, elle aussi, elle peut dire non. Elle ne doit pas aller à tout moment. Quand on dit allons à droite, on va à droite, allons à gauche, on va à gauche. On vous a bien compris, on va permettre à Vincent... Oui, mais il faut qu'on soit clair. Je crois que les collègues ont essayé d'analyser différemment ce que j'ai dit. Nous, c'est très clair. Les principaux décideurs en Côte d'Ivoire sont des personnes à consulter, à suivre, à impliquer dans tous les processus. Et on l'a écrit, on a fait des déclarations ici, sur ce plateau, et on a fait des conférences de presse. La dernière conférence de presse date d'1 mois et demi où nous avons demandé que tout soit mis en œuvre pour que Gbagbo revienne en Côte d'Ivoire. Et dans cette conférence, on a dit qu'il faut que les 3 ligueurs enclenchent un processus qui est en train de faire. Donc, nous ne voyons que la réalisation des analyses prospectives qui ont été faites depuis longtemps. Et comme souligné tout à l'heure, nous avons écrit également que chaque fois qu'il y a un communiqué d'un parti politique avec un élan ou un relan guerrier, tout de suite à la base, il y a des morts, il y a des affrontements. Et on a écrit, on a fait même les statistiques des conflits. Donc pour nous, le discours idéaliste qui veut que, voilà, on parle en dehors de ces personnes, ce n'est pas possible. Le président Ouattara, le président Gbagbo, le président Bédié, on débat sur votre plateau ici, je dis également que Blé Goudé, Soro Guillaume, tous ceux qui ont une certaine chapelle politique, qui ont une certaine influence, même si 2 personnes en Côte d'Ivoire sont des personnes à considérer dans le débat politique. Ça, c'est clair. Ce que je suis en train de dire, oui, bien sûr. Ce que je suis en train de dire maintenant, c'est que ne restons pas à ce niveau. C'est une symbolique très forte, comme je l'ai dit. Pour moi, ce n'est pas historique, c'est symbolique. C'est plus fort qu'une simple rencontre historique. Maintenant, à la base, il faut continuer ce travail. Et j'ai cité ici toutes les sections. Je voudrais quand même revenir. La nécessité de ce processus est bonne pour tout le monde. Nous avons une histoire traumatisante de succession violente au pouvoir. Même le jour de la mort de Foumaï, vous savez ce qui s'est passé. On a frôlé le chaos. Et depuis lors, les problèmes ont commencé. Gueye est parti dans les conditions que nous savons. Laurent Gbagbo est parti dans les conditions que nous savons. Pourquoi on doit avoir fatalement une succession brutale au pouvoir? Donc, et c'est pourquoi je reviens un peu le dire, ceux qui gèrent le pouvoir doivent savoir que la Côte d'Ivoire a une histoire de succession brutale. Alors si je suis dans une position pareille, je me dis, attention, ce que les autres ont vécu, peut-être que je vais le vivre. Et ceux qui sont dans l'opposition ont eu aussi une histoire d'accès brutal au pouvoir. Donc, pour toutes ces raisons, ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont dans l'opposition, n'ont pas le choix que de regarder avec lucidité.
Mais ça demande, cette lucidité est encadrée dans une société moderne, ça s'appelle la démocratie. D'accord, on vous a bien compris, Vincent Taubirier. Nous allons maintenant aller au palais présidentiel. Nous avons notre envoyé spécial, Pierre Dipomelin, qui est sur place et qui va nous donner l'ambiance au palais présidentiel. Un test audio. Bonsoir, Pierre. Oui, Evelyne, ici au palais de la présidence, il y a une forte mobilisation de la presse nationale et internationale, comme vous avez pu le constater. Et puis, depuis quelques minutes seulement, le président, l'ancien président, donc Laurent Gbagbo, est arrivé au palais. Il a été accueilli par le président Alassane Ouattara. Je suis content de te voir annoncer Alassane Ouattara. Eh bien, ils sont en ce moment en entretien. Combien de temps ça va durer? Difficile de le deviner. Mais il est clair qu'ils ont beaucoup de choses à se dire après 10 ans où ils n'ont pas pu se parler de visu. Alors, ce sont des échanges et nous attendons ici que la déclaration finale soit dite. Et c'est ce que tous les journalistes attendent en ce moment. Mais ce qu'il faut constater, c'est qu'il est venu finalement avec une délégation très réduite. Et on a pu apercevoir Asso Adou, Hubert Oulaye et Francis Ouigné qui étaient à ses côtés. Eh bien, c'est l'attente en ce moment ici au palais de la présidence. Merci Pierre Dipomelin, merci. Et nous espérons, nous savons en tout cas que nous pourrons avoir en direct sur NCI la déclaration de Laurent Gbagbo à la fin donc, de cette rencontre avec le président Alassane Ouattara. Nous, on poursuit nos échanges sur ce plateau. On a parlé de la symbolique et on est en train de parler de justement ces trois grands, comme on les appelle en Côte d'Ivoire. Pensez-vous, donc, messieurs, que ces trois grands ont l'intention de prendre leur retraite politique? Je veux rappeler que Laurent Gbagbo a dit « un homme politique ne meurt pas ». Henri Konan Bédié, parlant du dialogue national, dit « je veux donner toutes mes forces donc, au processus de réconciliation ». Le RHDP a fait une déclaration, le porte-parole adjoint qui dit si les deux autres se présentent, le président Alassane Ouattara va se présenter. Quel est votre avis? Est-ce que vous pensez qu'ils ont l'intention de prendre leur retraite politique? Oui, moi je pense qu'il faut dépasser leurs intentions et les contraindre à partir. Comment les contraindre? En le disant, comme je te le dis, je leur dis merci. Merci pour tout ce que vous avez fait pour la Côte d'Ivoire. Même si tout n'a pas été parfait, vous avez fait ce que vous aviez pu. Vraiment, merci beaucoup. On va passer à autre chose. Il faut, parce que c'est ce genre de discours, oui, si intellectuel, non, il faut sortir de ça. Et il faut que vous pensez que nous avons le pouvoir? Aujourd'hui, nous, on parle de l'opinion. Ce sont les électeurs qui votent. C'est la population qui vote. On l'a parlé tout à l'heure dans le cadre du processus de réconciliation, le rôle que doivent jouer les leaders d'opinion. Mais il faut qu'on ait des leaders d'opinion courageux en Côte d'Ivoire qui puissent dire que le président Bédié, c'est vrai, tu as été victime d'un coup d'État en 1999, certains ont dansé, d'autres n'étaient pas contents. Le président Gbagbo, tu es arrivé au pouvoir à la suite donc, des élections d'octobre 2000. Il y a eu des difficultés. Par la suite, il y a eu une rébellion. Le président Ouattara est arrivé au pouvoir. Mais tout ça, on considère que c'est ce que vous avez pu faire. Et qu'aujourd'hui, il faut qu'une nouvelle génération d'hommes politiques puisse compétir en dehors de vous. Et cela, moi, je l'ai dit plusieurs fois. Je dis, c'est le président Ouattara qui a les cartes en main. Puisqu'on voit visiblement que partir l'heure est très difficile, que ramène notre constitution de 2000. Si la constitution n'a pas été modifiée en 2016, on ne parlerait plus de ces messieurs. Donc, de grâce, on va faire le tour des députés qu'ils acceptent de faire une proposition de loi, juste avec un seul article. On remet en place la limite d'âge pour que messieurs Gbagbo, Bédié et Ouattara puissent aller à des vacances paisibles. Avec les contraintes donc à la retraite politique, c'est votre avis? Oui, ce que vous moi je dis, parce que si on reste statique et médusé à le regarder, j'ai bien peur qu'en 2025, on les ait encore sur le dos. Achibanga? Moi, je ne suis pas pour la contrainte, parce que tout ce qui est contraignant, un peu liberticide, n'est pas démocratique. On est dans un pays de droit, avec la possibilité de voter. Donc, s'il se présente, moi, je ne souhaite pas qu'il se présente. Je pense des trois, Henri Konan Bédié, il a plus de pression parce qu'il aura 91 ans. Donc, et sa dernière déclaration, pour une fois, on n'a pas entendu 2025,
on a entendu se battre pour la réconciliation. Bon, ça peut être intéressant. Laurent Gbagbo ne s'est pas prononcé directement, mais il a parlé de non-retraite, sa dernière interview à TV5 et venir reprendre le combat. C'est des signaux qui pour moi, indiquent s'il peut, à mon sens, hein, après, on est en 2021, il reste encore du temps pour analyser. Lui, il est plus dans l'esprit, à mon avis, du parti. Le président Ouattara, je pense qu'il a été relativement contraint, déjà une fois. Et peut-être qu'il calcule aujourd'hui une deuxième fois, mais c'est lui le président, à n'importe quel moment il peut. Après, ce sur quoi je voulais réagir, contrainte, pour moi, n'est pas démocratique. Voilà. Les électeurs auront les droits, ça n'empêche pas Gbato d'être candidat et de passer toute sa campagne sur le fait qu'il doit partir. Et en ce moment-là, le corps électoral va choisir, va voter. Voilà. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on veut régler, on veut limiter Ramina à 75 ans pour 3 personnes. Sachant que le monde est en train de changer, sachant qu'aujourd'hui, 75 ans d'aujourd'hui, dans 10 ans, 75 ans, ça ne sera pas comme on l'a aujourd'hui. Aujourd'hui, on vieillit plus. Je suis sûr que quelqu'un comme Vincent Tobi, à 75 ans, sera encore plein d'énergie et peut-être qu'il va vouloir la revendre pour ses citoyens. Il ne faut pas empêcher celui qui veut proposer ses services à ses citoyens de le faire. Néanmoins, il y a la démocratie, donc ceux qui ne sont pas d'accord, ils ne vont pas voter. C'est simple. Voilà, Guillaume Bato peut battre sa campagne de 2025 sur le fait qu'il ait quelque chose de nouveau. Ça, c'est un angle de campagne. D'accord, merci. Élisée Boligbo. Ok, moi, pour être honnête, hein, effectivement, si on veut laisser la base de la démocratie, il n'y a pas nécessité de contraindre qui que ce soit. On est dans un pays démocratique. Tout citoyen est libre, selon la Constitution, en tout cas, à poser sa candidature, vu qu'il n'y a même plus de verrou concernant la limitation d'âge. Mais comme je le dis, il y a ce que la loi prédit, mais il y a ce que la morale et la décence exigent. Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié sur la scène politique, ça fait 30 ans de crise politique en Côte d'Ivoire. Vous pensez qu'ils doivent prendre leur retraite? Ça fait 30 ans de tension. Ça fait 30 ans, en tout cas, de stress pour la plupart des Ivoiriens. Je crois en mon âme qu'il serait bien qu'ils se retirent. Comme je le dis, on ne les contraint pas. Ils sont libres de se représenter. Mais je pense que pour éviter qu'on retombe dans un schéma de ressentiment, parce que ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans les tensions et que les uns proposent leur candidature en tenant compte de la candidature de l'autre, c'est juste des ressentiments. Si je ne suis pas là que lui vient, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que ça ne sera pas un retour du bâton contre moi? Et on est dans ce ressentiment-là, on est en train de tourner. Moi, je pense que pour qu'on puisse véritablement aller, ou de moins tourner la page et donner une autre chance à notre pays, il serait bien que eux, quand je dis on ne les met pas hors du système politique, on voit ce qui se passe chez nos confrères du Ghana. Quand il y a des situations d'extrême importance, le chef de l'État, il convoque les anciens chefs d'État, ils échangent et ils prennent des décisions pour pouvoir permettre à l'État d'aller de l'avant. C'est comme des consultants qu'on aura à côté. Okay. Mais il faut vraiment de nouveaux visages pour incarner l'exécutif en Côte d'Ivoire. On vous a bien compris. Rapidement, Vincent Aubirier. Quand ça arrive sur moi, c'est rapidement. Hein. Nous allons vers la fin de l'émission. Nous sommes le produit de notre éducation. C'est parce qu'on nous a, nous a enfoncé dans la tête que la politique n'appartienne qu'à ces messieurs, que ce ne sont que ces messieurs qui font la politique. Madame, si demain vous êtes candidate dans votre circonscription, même à un poste de député, on va trouver que vous êtes trop jeune pour le faire. Parce que dans la tête, toute cette éducation a amené à rejeter toute ambition, toute nécessité d'expression. Et c'est ça qu'il faut déconstruire. Non, la question n'est pas de savoir si les 3 leaders savront. La question est de savoir est-ce que nous sommes prêts mentalement à accepter qu'il y ait d'autres voies de recours, d'autres possibilités d'expression. Est-ce que nous sommes prêts à prendre la relève? Est-ce que nous sommes prêts? Qui peut le faire? Moi, je me rappelle, j'ai été préfet à 48 ans. 48 ans, c'est quand même trop vieux. On m'estime que mais c'est pas possible. Mais il est trop jeune pour un poste comme ça. Alors qu'à 31 ans, le monsieur est le Premier ministre en Autriche, à 27 ans. Elle est la Première ministre de Nouvelle-Zélande, à 39 ans. Il est président de la France, à 48 ans. Il est président des États-Unis. Mais ici, en Côte d'Ivoire, vous allez avoir un maire d'une petite commune qui a 55 ans. On trouve qu'il est trop jeune pour ce travail qu'il doit laisser. Donc, on a laissé s'empiler les générations. Donc, la tête n'est pas partie et les générations ont avancé jusqu'à aujourd'hui. Je discute ce midi avec quelqu'un qui me disait que le président des jeunes de son village a 60 ans. Bon, donc, celui qui a 25 ans, il est président des embryons de son village, alors. Ça pose un problème. Et c'est cette mentalité qu'il faut déconstruire. Tous ceux qui ont des capacités d'expression, il faut laisser s'exprimer.
Mais regardez même sur Facebook, dès que quelqu'un sort un peu la tête de l'autre, tout le monde... C'est pas possible. Donc il faut déconstruire ça, il faut rééduquer. Nous sommes le fruit de notre éducation. Et cette éducation démocratique doit permettre une ouverture d'esprit pour qu'on fonctionne tous ensemble, pour que celui qui a des intentions pour sa localité puisse les mettre à l'œuvre. Celui qui veut faire quelque chose, celui qui pense qu'il peut contribuer, il contribue. Voilà. Merci. Changement donc de mentalité. Nous allons allègrement vers la fin de ce plateau spécial. Il ne nous reste pas assez de temps, mais j'aimerais quand même qu'on aborde assez rapidement ce point. Pensez-vous que Laurent Gbagbo va parler à Alassane Ouattara du dégel de son compte, de la libération des prisonniers politiques? D'après vous, quels sont les points qui seront abordés pendant, ou qui sont en train d'être abordés pendant ces échanges, assez rapidement? Bon, moi, je pense plus que c'est une visite protocolaire. Déjà, le fait qu'ils se parlent. Donc, les services de part et d'autre vont être après mis à contribution. Bien entendu, le président Gbagbo a besoin de ses ressources pour vivre. Il y a le cas des prisonniers, il y a beaucoup de situations dont ils devront parler. Peut-être qu'ils seront obligés de le faire à trois, puisque les deux se sont parlé aujourd'hui, il y a quelques semaines en arrière. Le président Gbagbo était chez le président Bédié. Donc, on peut supposer qu'un certain nombre de questions, parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont aller en profondeur. Il faut sortir la liste des prisonniers, il faut faire le plaidoyer, les comptes du président Gbagbo. Est-ce qu'on va lui faire le rappel de tout ce qu'on lui doit depuis 2010? Tout ça, je pense que ça va se faire techniquement après. Merci. Pour ce soir, c'est beaucoup plus politique. Moi, je pense un peu comme Guillaume. Je pense qu'aujourd'hui, il faut boire de l'eau. On se sert de l'eau, on rigole, et puis il y aura le temps d'aborder... De parler des sujets profonds. Après, je suis 15-20 minutes, s'il y a des questions qu'on peut soulever, mais je voyais déjà les pupitres se placer pour la déclaration. Donc, on suppose que même la déclaration, peut-être qu'elle a été préparée en amont. Bien sûr. L'idée, c'est de pouvoir donner une image et à partir de là, travailler, en espérant pour moi, particulièrement, que le 7 août, on puisse se voir tous les trois au défilé militaire. Ce serait une belle chose pour la Côte d'Ivoire. Merci, Élisée Bolgo. Moi, je pense que les questions que vous évoquez ne peuvent pas se discuter devant des caméras ou devant le public qu'il y a actuellement, parce que selon les informations qu'on a reçues... Il n'y a pas de tête-à-tête. Voilà, il n'y a pas de tête-à-tête. Les rencontres se feront avec les différentes délégations. Je pense qu'il y a des sujets quand même extrêmement importants qu'on ne peut pas discuter en groupe comme ça. Les arrêts de salaire ne se discutent pas au public. Voilà, ça va se faire certainement par des canaux avisés, comme le disait Guillaume, avec des différents services. Mais comme je le dis, ce qui est important aujourd'hui, que certainement le président Ouattara, le président Gbagbo voudrait montrer aux Ivoiriens, c'est qu'on a brisé déjà la glace. Ça veut dire aujourd'hui, on vient d'ouvrir une brèche pour donner une chance de dialogue et de décrispation véritable à la Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est ce message-là que chacun des Ivoiriens doit pouvoir retenir. Aucun chemin n'est jamais irréversible. Il ne faut jamais dire jamais, parce que tout est possible en fait. Tout est possible. Et tant qu'il y a la possibilité de dialogue, tout est possible. Qu'on comprenne qu'on a traversé une crise, mais ce n'est pas de la fatalité. Il y a des pays qui ont traversé des crises qui aujourd'hui sont remis et ont avancé. Et ça, c'est le message que je délivre toujours. Le fait d'avoir subi une crise n'est pas une fatalité. Mais c'est de demeurer dans l'esprit de crise qui sera pour nous un échec. Donc à nous les Ivoiriens de nous mettre ensemble et de comprendre que ce n'était qu'une mauvaise passe, mais que l'avenir est devant nous et qu'on peut construire une nation avec toutes les valeurs qui vont avec. Vincent Taubirier. On ne peut pas s'empêcher de penser s'il fallait 3000 mois avant une rencontre, s'il fallait 87 mois avant une rencontre, s'il fallait cette dévastation avant une rencontre. La moralité, c'est quoi? C'est qu'il faut souvent qu'on apprenne à commencer par où on sait qu'on va finir. C'est-à-dire par le dialogue. Et quand on dit ça tout le temps, les gens s'énervent. Non, mais aujourd'hui, nous sommes fissurés, nous sommes divisés. Le président Ouattara et le président Gbagbo se rencontrent. C'est tout à l'honneur de celui sous la mandature de qui ça arrive, c'est-à-dire le président Ouattara. C'est tout à l'honneur de Laurent Gbagbo pour ce dépassement. C'est tout à l'honneur du président Bédié si demain il y a une rencontre à trois. Mais nous, population, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous sommes détruits. Les cyberactivistes qui se sont battus, les influenceurs, les blogueurs, les populations, les partis politiques, il faut que le mouvement suive. Donc c'est aussi un appel à un peu plus de raison, de mesure chaque fois qu'il y a des crises dans notre pays, dans notre communauté. On s'est détruit, pourquoi? Il faut suivre ce mouvement. Et c'est ce que nous appelons la participation citoyenne à la construction de la paix. Il faut qu'à la base, comme on l'a dit tantôt, que tous ceux qui ont été impliqués, qui se sont opposés, puissent eux aussi, comme on le voit ici à l'écran, puissent se mettre ensemble et se dire, écoutez, rebâtissons notre union. Et ça, c'est l'un des objectifs de Aube Nouvelle. C'est ce que nous poursuivons. Contribuer à la base, contribuer à pacifier nos communautés pour qu'on vive ensemble, parce qu'il n'y a pas d'autre alternative à la paix. Merci beaucoup, Vincent Tombi. Merci, chers invités. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes donc
à la fin de ce plateau spécial de la rencontre entre le président Ouattara et le président Laurent Gbagbo. Nous sommes donc à la fin de ce plateau, comme je le disais, et je veux juste rappeler que lorsque le président Alassane Ouattara a accueilli Laurent Gbagbo, il a dit « Je suis content de te voir ». Vous avez pu voir les premières images sur NCI et je rappelle que vous aurez également en direct la déclaration de M. Laurent Gbagbo à la sortie donc de cette rencontre avec M. Alassane Ouattara. Merci d'avoir suivi ce plateau spécial. Je vous donne rendez-vous dans d'autres registres, certainement à partir de demain. Bonsoir chez vous.